Bonjour à vous toutes et tous, futurs élèves, parents de futurs élèves curieux, curieuses. Nous sommes à l'Icon pour 1 heure de table ronde en live sur Twitch avec un objectif aujourd'hui, vous rassurer. Pas surtout, bien évidemment, le monde est ce qu'il est. Non, aujourd'hui, on va se concentrer sur le futur, sur votre futur, à vous toutes et tous qui avez décidé de vous lancer peut-être dans le métier d'interactive media designer. Et on a un postulat, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les créatifs. Alors, soyons clairs, le sujet est si vaste qu'il faudrait bien plus que cette table ronde d'1 heure. On pourrait aborder des questions sociétales, des questions éthiques, sécuritaires ou même politiques, tant l'impact de l'intelligence artificielle est vaste. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur 2 choses, la formation et sur la créativité aussi, puisque nous sommes à l'Icon. C'est donc 2 sujets qui vont vous intéresser forcément si vous profitez des portes ouvertes aujourd'hui. D'abord, l'enseignement, comment va-t-il évoluer, l'enseignement avec, l'intelligence artificielle? À l'Icon, la formation n'a pas encore été profondément, transformée. L'école intègre peu à peu, l'apprentissage de l'IA tout en restant vigilante face à son impact. L'intelligence artificielle représente un vrai progrès, mais elle soulève aussi des questions. Est-ce qu'elle risque, de réduire certaines capacités d'apprentissage ou au contraire de permettre un enseignement plus personnalisé et adapté à chacun? Ensuite, le monde professionnel, il faut comprendre comment l'intelligence artificielle transforme le métier de la création et de la communication. Les outils changent, les façons de produire aussi. Depuis plusieurs années, le numérique a bouleversé ces domaines. Tout est devenu digital, de la création à la diffusion. Cela fait naître de nouveaux métiers, des nouvelles compétences, mais en fait aussi disparaître certains. Pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi 3 personnalités. Jamy Herman, bonjour. Bonjour. Vous êtes genevois, vous êtes diplômé de l'ECAL en médias et interaction design. Vous explorez les relations entre création visuelle, technologie et société. À travers vos projets, vous interrogez la place de l'intelligence artificielle et des interfaces dans nos modes de perception et d'interaction. En tant qu'assistant au sein du département communication visuelle et du centre des technologies de l'ECAL, vous développez une approche où l'innovation se met au service d'une réflexion critique et sensible sur nos rapports aux machines. On compte sur vous aujourd'hui pour nous parler de votre approche exploratoire de l'intelligence artificielle au sein d'une école comme l'ECAL ou par ailleurs, de nombreux élèves de l'ICON poursuivent leur formation. J'ai pas dit trop de bêtises? Non, c'est à peu près ça. En tout cas, Super. j'essaye. Ah voilà, c'est à peu près ça. Lionel Alvarez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'université de Fribourg. Vous travaillez sur les liens entre éducation et technologie numérique. Vous êtes docteur en pédagogie spécialisée. Vous vous intéressez particulièrement à la façon dont l'intelligence artificielle transforme l'enseignement et l'apprentissage. À travers vos travaux, vous proposez une réflexion critique sur les usages du numérique à l'école et sur la place de l'humain dans ces nouveaux environnements d'apprentissage. Aujourd'hui, donc, vous nous apporterez un éclairage essentiel sur ce que l'IA impliquera pour les futurs élèves dans leur apprentissage. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, c'est ça, merci. Très bien, je valide tout, comme ça je ne dis pas de bêtises. Et puis finalement, Victor Amayo, on dit Ramayo, c'est juste? Bonjour, vous représentez YouCom. YouCom, c'est la communauté fribourgeoise et professionnelle de la communication. Vous êtes le fondateur de l'agence Volontiers à Fribourg. C'est une agence spécialisée en graphisme et en communication. Vous accompagnez des organisations dans leur visibilité, leur identité visuelle et vous intervenez notamment sur des projets qui mêlent le branding, le design graphique et la communication digitale. Vous venez d'ailleurs de signer le nouveau logo de la ville de Fribourg en collaboration avec FF Studio et vous témoignez aujourd'hui de ce que vivent concrètement les professionnels comme vous dans ce nouvel environnement technologique. Rien ajouté. Très bien. Notre discussion va démarrer sur 3 thématiques. La première, ce sera le rôle de la créativité. La deuxième, l'abdication cognitive et finalement l'emploi à venir dans le futur. J'ai une première question générale et je vais enfin pouvoir me la coincer et laisser parler nos invités. Le designer Philippe Stark disait récemment dans une interview que notre manière d'appréhender l'intelligence artificielle faisait penser au film Fantasia. Voilà, pour les jeunes qui nous regardent sur Twitch, vous n'avez peut-être pas vu Fantasia parce que c'est un dessin animé sorti en 1940. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Dans ce film, Mickey, après avoir subtilisé le chapeau de Merlin, utilise la magie pour s'éviter une corvée jusqu'à être dépassé par celle-ci et produire une inondation dans le laboratoire de Merlin. Catastrophe. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Selon vous, et vous prendrez la parole comme vous le voulez, sur les thèmes que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la création et la formation, pensez-vous qu'on va trop vite, trop loin et sans se poser les bonnes questions? Lionel Alvarez, Bon, Jamy allait se lancer. alors, vaste sujet. Hem,
Alors j'ai une perspective effectivement plutôt, liée à l'ECAL. En tout cas, je peux voir pas mal ce que les étudiantes et étudiants, font là-bas. Si on perçoit que peut-être que ça va peut-être un peu vite des fois, en tout cas, il y a vraiment une envie de challenger ces outils, de la part du corps enseignant, mais aussi, des étudiants. Hem, il y a vraiment une approche un peu exploratrice, parfois des fois un peu trop tôt. C'est vrai qu'on est des écoles qui doivent un peu former normalement, et le fait d'aller très vite sur ces outils, des fois, parfois, coupe un peu cet aspect d'apprentissage ou en tout cas le lisse. Donc c'est quelque chose qu'on veille un peu à essayer d'équilibrer, de pas, que les premiers projets se fassent avec, de l'IA et dans ce sens-là, c'est vrai que des fois c'est très, très rapide et on essaye un peu de calmer cet aspect-là. Vous devez les retenir? Oui, oui, il Ouais. y a vraiment une, un engouement, mais aussi, des appréhensions qui cohabitent, et c'est normal qu'ils ont envie d'un peu d'explorer ça pour, voir un peu comment se situer. Mais on les encourage toujours à avoir d'abord une approche plus, manuelle, enfin artisanale, même si c'est avec des ordinateurs, plutôt que directement, être dépendant, de ces outils, qui sont très puissants. Donc, voilà. Vous aurez des exemples à nous montrer, hein. Tout à l'heure, vous avez pris, quelques travaux avec vous, Oui. des travaux de l'école. Mais juste avant, j'aimerais quand même aussi poser la question, Lionel Alvarez, est-ce que vous pensez qu'on va trop loin en termes de formation, trop vite? J'aime beaucoup l'exemple qui vient d'être donné. Parfois, il faut les freiner, d'une certaine manière, les étudiantes et les étudiants. L'exemple de Fantasia est, en fait, très parlant. J'avais jamais fait le lien, mais effectivement, on voit ce personnage qui a pas été freiné, au fait, et qui se fait déborder, et c'est peut-être, à ça que sert aussi l'institution. Les gens qui ont un savoir, d'expérience, de venir dire: «Ben, OK, on va pas aller trop vite en besogne, on va aussi prendre le temps de comprendre ce que l'on délègue à la machine. On va aussi prendre le temps de comprendre au fait que ces outils-là vont nous soulager la vie parce que ça va être intéressant, parce qu'évidemment, on va pouvoir travailler de manière plus efficace. Mais il faut vraiment savoir ce que l'on délègue, ce que l'on donne et ce que l'on n'a plus envie de faire par soi-même. Puis ça va soulever tout un tas de questions ensuite dans une logique de quelles sont les techniques que j'ai envie d'associer au fait à mon quotidien, en fait, dans les prolongements de moi, en fait. Mmh. Et il va y avoir tout un tas de questions de souveraineté, de compétences qui risquent de se perdre, etc., qui émergent. Victor, Ramayo, en termes de créativité, est-ce que d'après vous, on va trop vite? Alors moi, je dirais que dans le monde des agences, enfin, juste pour rebondir sur ce qu'on disait là, on est un peu au même stade et puis c'est vrai que, je dirais pas qu'on est débordé, mais on est un petit peu pris de court et puis on se rend compte qu'il y a plein de bénéfices, mais il y a aussi plein de choses qui sont un peu dangereuses. J'ai envie de dire que parfois on fait pas d'omelette sans casser les œufs et puis c'est un petit peu là-dedans qu'on se trouve aujourd'hui. Il y a une grande tentation d'une utilisation de l'IA un peu flemmarde, c'est-à-dire que, ben, on prompt, on sort une image et c'est fini, on n'en parle plus. Donc c'est un gain de temps, finalement peut-être même un gain d'argent. Mais au final, une grosse perte de repères, une grosse perte d'identité, une grosse perte d'humanité et puis, dans ce contexte-là, justement, moi, je pense que ce qui va faire un petit peu la différence, dans le futur, c'est peut-être un peu, ce qu'une école et comme vous le dites justement, quand on freine, c'est pour, acquérir des bases, acquérir une culture, acquérir vraiment un savoir, pour savoir un tout petit peu comment est-ce qu'on peut, nourrir la machine, en somme, pour pouvoir lui faire ressortir exactement ce qu'on veut et pas qu'elle nous dirige, en quelque sorte. Moi, c'est vers ça que ma réflexion se porte. Donc plutôt positif. Enfin, vous Plutôt êtes positif, plutôt voilà. plutôt positif, ouais. En parlant d'école, quand on parle d'école, on parle d'avenir, hein. L'avenir, ça doit provoquer avant tout quelque chose d'enthousiasme, d'enthousiaste. Pour conclure cette approche un petit peu générale, hein, ce début de discussion, est-ce qu'à tour de rôle, vous pouvez donner votre vision, de l'intelligence artificielle, et des points positifs qu'elle vous semble promettre pour le futur? Ouh là là, Lionel a pas de points positifs pour l'intelligence artificielle? Bon, bah, je profite. Effectivement, aujourd'hui, avec les déploiements et les narratifs qui accompagnent l'intelligence artificielle, je trouve qu'il est difficile d'être positif. Hem Et je pense que c'est en partie dû au fait que, on a laissé les gens se débrouiller tout seuls. Soit, pardon la caricature, mais soit on est en relation avec une grosse boîte nord-américaine et on sait qu'il y a une prédation des données et qu'il y a tout un tas de problématiques qui émergent, soit on doit se débrouiller tout seul avec des solutions qui tournent en local sur sa machine et ben, il manque une couche entre 2, qui peut être, je sais pas, nationale, régionale, des agglomérations d'écoles qui se mettent ensemble pour proposer des outils qui aident, les apprenantes et apprenants à se dire: «Ben, tiens, tel outil m'est utile pour ça» et cetera. Et je pense parce qu'on se cherche encore, mais à mon avis, il y a besoin, pour avoir quelque chose de positif, dans ce rapport à l'IA,
qu'il y ait une fédération des forces intermédiaires et pas laisser, au fait, ces extrêmes qui sont soit, en gros OpenAI, soit, je me débrouille tout seul avec ma machine à faire tourner des LLM en local, des choses comme ça. Puis là, tout d'un coup, il pourrait y avoir des choses qui sont belles, qui émergent parce que, bah, ça devient des projets communs, en fait, des projets partagés et pas juste des logiques, néo-capitalistes, de réduire des coûts, d'aller plus vite et cetera, par rapport à ça. Victor Amayo, peut-être sur, ce que vous avez de positif à dire sur l'intelligence artificielle? Pas passer après ça. Oui. Heu, Pardon? moi j'essaye toujours d'être optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein, c'est bien. Oui? Hein? Non, mais c'est vrai que j'ai envie d'être optimiste parce que je sais que ça va ouvrir plein de possibilités. J'ai une crainte, mais sans vouloir, contrebalancer, le discours positif, c'est que je pense que dans une école comme celle-ci, il faut absolument cadrer, il faut absolument, diriger un tout petit peu, les élèves, les gens qui apprennent, qui doivent un petit peu comprendre où est-ce qu'ils mettent les mains. L'histoire de Fantasia, encore une fois, pas se laisser déborder par ça, mais en termes d'opportunités, ça ouvre plein de portes, ça va nous permettre de passer un cap clair, quand on est dans la recherche, quand on est dans l'expérimentation. Ça va aussi nous permettre de savoir où est-ce qu'on ne veut pas aller finalement. Peut-être que l'IA est aussi là pour ça, c'est qu'elle va nous donner les codes de dire: «Ben, c'est pas ce que je veux, peut-être que je vais aller faire autre chose. Au final, je vais peut-être reprendre mon crayon parce que ça me correspond plus». Je dis n'importe quoi, mais c'est dans cet esprit-là que je vois la chose. Mais j'ai envie de croire à une bonne intelligence et puis au fait de vouloir faire les choses pour le bien en quelque sorte. Toujours de l'optimisme Toujours. chez Victor Amail, c'est beau. Eh bien, quelque chose de positif, de l'intelligence artificielle, ben, c'est peut-être les travaux que vous nous avez amenés, Jamy. Alors justement, alors certains travaux sont plus critiques vis-à-vis de ces outils-là, mais c'est vrai qu'on utilise souvent maintenant, bah, du coup de plus en plus, ces outils comme tu l'as dit, de manière un peu plus exploratoire, pour pouvoir, expérimenter, certaines directions. Aussi, actuellement, les IA génératives produisent des contenus qui sont assez, qui deviennent de plus en plus, impressionnants, mais qui reflètent une certaine moyenne humaine, qui en fait, c'est une sorte de médiane, et du coup, ça peut être aussi intéressant d'utiliser, ces outils pour voir quelle serait un peu une certaine, norme, visuelle ou, peu importe, le média, pour savoir si on a envie de s'en rapprocher ou au contraire de s'en détacher. Donc, c'est aussi intéressant de le voir de cette manière-là. Heu, d'une manière positive, je trouve que c'est des outils qui permettent, alors c'est positif et à la fois négatif, mais une, grande accessibilité à la création, peut-être trop, Mmh. mais ça n'empêchera pas notre, manière d'appréhender, ce qui est, quelque chose de qui a été enfin, quelque chose de qualité ou non. À la fin, c'est pour l'instant en tout cas, c'est nous qui choisissons, ce qu'on garde ou pas du prompt, du résultat, et dans ce sens-là, tant qu'on a cette maîtrise-là, je vois quand même pas mal d'aspects positifs à lire. Avant que vous nous montriez ces exemples, j'ai une phrase de Nicolas Bourriaud, qui est le commissaire d'exposition, cofondateur de la version actuelle du Palais de Tokyo, qui a écrit, récemment dans une chronique dans Beaux-Arts Magazine, c'était en septembre 2025, je cite: «L'immense mélange des savoirs effectués par, l'IA aboutit fatalement aux synthèses les plus molles, de la même manière qu'un artiste s'efforçant de mélanger toutes les couleurs de sa palette produira toujours du marron». C'est un petit peu ce que vous nous dites avec ce milieu de l'humanité, ce Exactement, c'est un peu, une sorte de voilà, de grand mélange. Enfin, c'est le cas si on laisse le total contrôle de l'IA. Après si on choisit, si on séquence, si on isole et qu'on vient ajouter, de la création qui est par nous-mêmes, en tout cas en l'état actuel, de l'IA, c'est là où je trouve qu'il y a une énorme plus-value et où, l'IA devient une sorte d'outil comme un autre, qui peut être, très rapide mais aussi, très pratique. Puisqu'on est toujours dans cet aspect de la créativité, et de l'intelligence artificielle, est-ce que, vous pensez que c'est le bon moment peut-être pour nous montrer quelques exemples de ce que vous faites avec elle? Ouais, bien sûr, je peux vous montrer, quelques projets. Hem, donc alors ça, c'est un projet qui était sorti juste avant, la grande révolution de ChatGPT 3. Donc ça utilisait plutôt, pas ce qu'on appelle vraiment une des intelligences artificielles, génératives, mais plutôt du machine learning. Donc on était déjà là-dedans. C'était donc mon projet de diplôme que j'ai réalisé en 2022, qui est en fait, une sorte de alors c'est 2 appareils, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Du coup, c'est en fait un petit appareil sur lequel on va pouvoir venir, connecter notre téléphone, avec lequel en fait on peut venir prendre, des photos. J'étais un peu parti du postulat de départ qu'aujourd'hui,
la photo est devenue très, très, saturée. Enfin, on est constamment, face à plein d'images et on les retient pas forcément. Donc moi, ce que je voulais, c'était un peu retrouver ce qu'on pouvait avoir dans l'expérience d'une capsule, temporelle, le fait d'anticiper, d'imaginer ce à quoi ressemble une photo, le souvenir qu'on en a pris et pas forcément juste se concentrer sur l'image. Donc j'avais fait un petit projet, qui permettait de prendre en photo, disons, enfin, toutes sortes de choses et à la place d'avoir une photo imprimée, on avait un ticket de caisse qui nous décrivait, l'image et en fonction de la quantité d'informations, on devait attendre plus ou moins de temps avant que l'image soit développée. Comme ça, en fait, on gardait le ticket de caisse, on pouvait revenir dessus, essayer de se remémorer du souvenir, sans avoir forcément une image qui nous vient directement en tête, mais plus le souvenir. Et donc, pour ça, j'utilisais un peu du machine learning et donc de l'IA. Et donc c'était en 2022, mais c'est vrai que depuis, l'IA a bien progressé. Je me suis amusé ce matin à vite fait, reprendre, une photo, donc j'ai mis à jour le projet avec, donc là, on peut voir qu'il y avait des descriptions. Ça, c'était en 2022 qui étaient très, très basiques. Picture of a man of 27 years old, looking neutral. Là, c'était plus une sorte de on détectait deux trois trucs et après je reconstruisais une phrase, mais c'était très, à la main. Et là, donc ce matin, je me suis amusé, avec, l'IA qui a été un peu améliorée depuis, à prendre une photo de moi, de pouvoir lui insuffler aussi des paramètres un peu plus, différents, donc pouvoir dire que j'ai envie d'une description en français, humoristique, la durée, si le ton est plutôt léger ou dramatique et donc j'ai choisi un peu quelque chose de plutôt satirique. Hem et je me suis un peu retrouvé avec, donc l'IA qui se moquait un peu de moi et de ce matin dans le train. Mais ça permettait d'avoir un rendu donc le même projet a juste été amélioré sans forcément, en tout cas je pense, sans forcément le dénaturer ou bien enlever tout ce qui a été un peu artisanalement créé pour ce projet et donc voilà, c'était une utilisation qui était assez cool, et assez marrante aujourd'hui. Mais on a aussi d'autres, projets qui ont exploré un peu le machine learning de manière un peu plus enfin, déjà en 2018, on en a d'autres qui sont venus bien plus tôt, mais déjà on avait ce projet-là qui était assez drôle où on a une caméra qui a été entraînée pour détecter le visage précis d'une personne qu'on n'aime pas et si on s'oriente vers cette personne, on a un masque qui vient nous obstruer la vue, de cette personne. Donc c'était, voilà des petits projets un peu un peu drôles. Mais on a aussi d'autres projets un peu plus critiques, donc par exemple ce projet donc de Ignacio Pérez, qui a généré un petit objet. Donc c'est vraiment, une IA qui a généré la forme de cet objet, mais, lui il partait du principe qu'aujourd'hui on peut, heu, faire des produits infinis, avoir des schémas, des schematics de tout, et puis, s'en approprier le droit, de manière infinie et donc, il a utilisé l'IA, dès 2021 pour, un peu donc, générer plein de patterns, plein de, donc, de 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 Le schéma? de schémas exactement pour pouvoir, en fait acquérir les droits de ces futurs potentiels, objets. Et donc la machine nous permettait donc, de créer plus ou moins, des formes différentes et puis d'en acquérir le droit avec un simple bouton. Donc voilà, quelques exemples. Alors je vais peut-être pas parler de celui-là. Là, c'est un autre projet qui était assez touchant, de Gary Sandos, qui est assez récent du coup, 2024. Son projet de diplôme, lui, il a récupéré, des diapositives, d'une personne qui était récemment décédée et dont on n'a pas eu beaucoup d'informations. Personne n'a voulu récupérer ces images-là et donc lui, il s'est dit: «Bah, j'aimerais bien leur donner une seconde vie». Imaginer à qui ça aurait pu appartenir et donc grâce à plusieurs types d'IA, notamment, bah, visuelles, mais aussi narratives, il a créé une sorte d'un appareil sur lequel on peut venir poser les diapositives, mais aussi un site web qui vienne, heu, augmenter, raconter, narrer ces potentielles histoires, d'images pour leur insuffler une seconde vie. Donc voilà quelques projets. Après on a aussi des choses plus visuelles, un peu exploratoires. Ça c'est, une semaine, bloc, qui avait été réalisée par Mathieu Minguet et donc le projet a été réalisé par Brickeld, Oxa. Et donc ça, c'était plus une sorte de mini-jeu, où à la base, eux, ils avaient juste designé des sortes de sphères qui venaient un peu interagir, une sorte de Tamagotchi. Absolument rien de visuel là-dedans et ils utilisaient l'IA pour, en live, styliser et donner un rendu un peu plus jeu vidéo, au flux. Donc voilà quelques exemples. Merci, pour cette présentation, Jamy.
J'aimerais votre réaction, Lionel Alvarez. Je vous ai vu, très attentif. Comment vous réagissez à ces travaux? Moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que en fait, ça montre bien que la technique en elle-même, elle est ni positive ni négative, au fait. Et je suis ravi d'entendre tout ce narratif qui est posé sur cette technique-là. Des gens qui essayent de se l'approprier, qui essayent de la bricoler, de lui donner un autre sens. Parce que, ben, aujourd'hui, allez, malheureusement, ça c'est un parti pris, on baigne que dans un rapport, assez classique à l'IA qui est, bah, on en discutait tout à l'heure, hein, l'idée de faire plus vite, et tant pis de la qualité et puis et cetera. Et là, tout d'un coup, ben, on remarque que la technique associée à tout un autre narratif, ben, redevient intrigante, redevient passionnante. On a envie de s'intéresser. Moi, j'ai envie de rencontrer ces gens, j'ai envie de discuter avec ces gens-là. Et oui, là, ça fait plaisir, ouais, effectivement. Ah! Un petit peu d'optimisme aussi du côté de Lionel Alvarez. Victor Amayo, convaincu? Bah oui, c'est passionnant parce que, ben, finalement, on voit que ce côté exploratoire, ben, il existe sur d'autres formes et puis moi, ce qui me rassure, je dois dire, c'est qu'au final, ça reste des outils qu'on a pu s'approprier pour en faire des choses qui sont peut-être pas attendues et c'est là où ces surprises et on qu'interviennent ces petits accidents créatifs et qui font des choses qui sortent de l'ordinaire donc ouais, c'est chouette. Avec un vrai questionnement toujours en cours, hein, rien n'est définitif, j'ai l'impression. J'ai une question pour vous, Lionel Alvarez. Selon, l'essayiste, Éric Sadin, la plupart des textes sur l'intelligence artificielle sont écrits par des personnes directement impliquées dans son développement, des ingénieurs, des entrepreneurs, des acteurs du secteur technologique. Dans ce contexte, quel rôle l'université peut jouer pour apporter un regard indépendant sur l'apprentissage et la place de l'IA dans l'éducation? Merci de cette référence. Effectivement, je vois bien, le texte auquel vous faites référence. Il y a effectivement une place laissée au discours de certaines gens, trop importante, en fait. Il faudrait avoir d'autres discours et l'exemple, qu'on a eu la chance de voir ici, est très réjouissant. À l'université, le problème, c'est qu'il y a plusieurs écoles de pensée, en fait, hein, et c'est le propre d'une université de laisser les gens avoir la liberté de penser et de confronter les idées, sans quoi ça devient un dogme et plus une université. Et donc, je pense que ce qui est fort important dans la formation, c'est d'être confronté à cette diversité de points de vue. D'être confronté à des gens qui ont un discours, un peu à la Éric Sadin, qui diront que, le monde va mal, on va dans la mauvaise direction. Mais à d'autres gens qui viendront dire: «Ben, regardez ces techniques-là, des gens ont réussi à se l'approprier, à en faire quelque chose d'original», et cetera. Donc voilà en quoi l'université sera puis la formation en général, hein, un lieu hyper intéressant de s'assurer de la diversité des points de vue qui sont présentés, au fait, aux apprenantes et apprenants. La diversité des points de vue qui sont aussi, proposés à l'intelligence artificielle finalement. Parce que, alors là, on parlait d'un milieu, mais on se rend compte qu'assez vite, l'intelligence artificielle a un parti pris, décide à une voix finalement, elle Oui, peut bien devenir sûr. par exemple raciste, Ah, bien assez sûr. rapidement. Bah, ça, c'était l'exemple de Tay. Alors ça remonte, c'est Microsoft en 2016, hein, Tay qui est devenu, raciste, sexiste, homophobe, enfin tous les horreurs possibles en se nourrissant de ce qu'il y avait sur Twitter. Hem, oui et puis c'est en ça que, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut une couche intermédiaire. C'est-à-dire que, on doit être confronté à une diversité culturelle dans les outils d'IA avec lesquels on interagit. Si j'avais, le pouvoir de changer quoi que ce soit dans toutes les formations, en fait, je donnerais à disposition des étudiantes et étudiants, plein d'outils différents, et histoire de nourrir, au fait, un rapport, construit et distant. Bah, celui-ci, je sais qu'il est, comment dire? Développé par telle boîte, donc il y a telle idéologie qui se cache derrière. Celui-ci est développé par une autre boîte, il y a telle idéolo celui-ci, c'est de l'open source développé par, une communauté d'informaticiennes et d'informaticiens un peu braqués, et voilà, c'est d'autres idéologies. Ça, ce serait assez idéal. Après, on sait que, bon, les formations, elles sont contraintes dans le temps, et cetera, donc c'est pas toujours possible, mais en tout cas, s'assurer qu'il y a une diversité de points de Mmh. vue qui est présentée, ça, c'est sûr. Jamie Herman, est-ce que d'après vous, les élèves, par exemple à l'école, ils ont conscience, de qui est derrière les outils qu'ils utilisent? Qui les a conçus? Vaste question. Alors, je difficile de me mettre vraiment à leur place, mais, j'ai la sensation que alors les projets que j'ai montrés là étaient plutôt dans un aspect un peu créatif. D'autres projets qui sont plus axés critiques par rapport à ces outils-là. On voit récemment des projets de diplôme qui viennent un peu, remettre en contexte, la beauté de ces outils-là et c'est vrai qu'ils ont clairement un parti pris, un biais, qui est celui du dataset qui leur a été fourni, qui représente, souvent,
une certaine, norme ou en tout cas, enfin des choses qui peuvent être clairement biaisées. Maintenant les étudiants et étudiantes, eux, ils en ont conscience, mais c'est clair que ça vient peut-être un peu plus à travers les 3 années de formation qu'ils ont. Heu, Au début, il y a soit une réticence totale, soit, au contraire, une envie, trop Un forte refus. de Mmh. de tester ces outils et c'est à travers les années où, ils vont commencer un tout petit peu plus à nuancer, leurs pensées et à venir voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière. Récemment, là, j'ai une étudiante qui était venue me voir qui, elle, voulait un peu critiquer ça, mais elle voulait comprendre réellement comment ça marche, comment on crée une image, comment, l'IA l'interprète, comment elle transforme des mots, parce que c'est clairement pas le même média, des mots en pixels et donc bah, il y a cette demande un peu de leur expliquer, comment tout ça marche derrière. On a donc, les garde-fous sur qui, génèrent ces IA, comment, on les utilise. Vous, Victor Amayo, vous avez des clients qui vont peut-être vous demander, d'aller plus vite, pour moins cher. Il y a peut-être, cette situation, auquel vous êtes confronté en tant que créatif dans des agences de communication. Le processus, les étapes de production, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont déjà été modifiés finalement? Oui, les choses se sont accélérées. Je pense que les gens ne sont pas encore à nous demander de travailler avec. Ils ont plutôt tendance à nous demander si on travaille avec et si oui, pourquoi? Et ils auront peut-être tendance à nous dire: «On n'aimerait pas que vous travailliez avec». Ah. Il y a un petit peu de défiance par rapport à ça. Je le disais tout à l'heure, cette utilisation un peu paresseuse, on sort le premier truc qui sort, donc on a ce côté très brun, justement. Mmh. Hem, c'est un petit peu vers ça qu'on essaie de ne pas aller, mais je trouve que c'est très difficile de demander, aux agences, aux gens qui l'utilisent, aux clients, d'avoir une, comment dire? Une distance par rapport à ça. La vitesse à laquelle ça va, l'instantanéité, la facilité, ça rend le discours hyper difficile où vraiment on se dit: «Comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à tout ça?» La tentation est grande d'augmenter la vitesse, histoire de pouvoir avoir plus de temps, mais en fait, c'est pas vrai. C'est qu'en augmentant la vitesse, on va augmenter la demande et puis on va se retrouver dans ce cercle vicieux. Pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde est un peu en phase de recherche. On ne sait pas vraiment vers quoi ça va aller et comment est-ce qu'on peut le faire. On essaye de l'utiliser à bon escient pour nous aider, surtout dans des tâches répétitives ou alors dans des tâches de recherche ou alors, comme je le disais encore, de savoir ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est le point Mmh. important. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de me retrouver face à un client qui me dit, «On aimerait aller plus vite, fais-le comme ça». Mmh. Après, typiquement, on s'est posé la question souvent si des fois c'était plus pertinent de générer une image que de la photographier. Est-ce que c'est pertinent de faire du packshot à longueur de journée pour des petites pièces, techniques? Ou est-ce qu'on a meilleur temps de les faire générer parce que ça ira certainement plus vite, la qualité sera encore meilleure et ça sera plus facile à travailler? J'ai un parti pris déjà, Mmh. mais est-ce que c'est intéressant pour un photographe de faire ça à longueur de journée? Tu me Mmh. diras que ça va enlever un job peut-être, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment ce qu'il doit faire? Je sais pas. J'ai plein de questions. Moi, j'essaie vraiment de voir venir. Je trouve que c'est difficile de se positionner au vu de tout ce qui nous arrive dessus au quotidien. Tous les jours, on a un nouveau truc et faire une certaine veille quand on bosse à côté, puis qu'on doit délivrer, c'est un peu le point un peu critique, je trouve, quoi. Mmh. Mais surtout, de garder un tout petit peu de comment dire? De bon sens par rapport à tout ce qui arrive et se dire: «OK, jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je fais?» C'est un petit peu ça, en fait. On a quand même un postulat de base qui est de dire que les créatifs ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. On va quand même essayer de rassurer, les jeunes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui. Jamy Herman, d'après vous, qu'est-ce qui sera automatisé? Qu'est-ce qui risque d'être remplacé très concrètement par l'intelligence artificielle? Et vous nous l'avez dit, Victor, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle finalement d'enlever des tâches répétitives. Oui, clairement, ça permet aussi de produire des projets ou des mandats qui n'auraient pas été possibles sans l'IA, heu, avec certains types de budgets. Maintenant, c'est clair qu'en fait, comment dire? Ça risque de rendre certains mandats plus accessibles, à des productions qui ont l'air peut-être un peu plus grandes que ce qu'elles auraient eu le droit sans IA. Mais c'est aussi le risque, justement, de baisser un peu une sorte de qualité générale par rapport à ce qui risque d'être automatisé demain. Je pense qu'il y aura un peu de tout
tout persistera. Il y aura toujours des créatifs qui seront à la main, qui dessineront sur du papier, mais il y a aussi d'autres possibilités. Maintenant, c'est juste que ce pourcentage-là va se décaler, va se repositionner et en fait, il va juste refléter un peu la demande du marché. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Mmh. Ça va pas réduire forcément donc le nombre de projets qu'on doit produire, dans lesquels on va travailler. Mais par contre, vu que le temps va être raccourci, enfin, en tout cas plus rapide, ça va faire que, on aura peut-être une légère baisse de mandats où les clients le feront par eux-mêmes, mais c'est des mandats qui probablement n'auraient pas été très, très intéressants pour les personnes, qui qui travaillent. C'est souvent, bah, voilà, des clients qui sont assez compliqués, qui ont l'argument de: «J'aurais pu le faire moi-même». Donc là, ils vont pouvoir le faire eux-mêmes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc c'est des mandats qui, des fois, ne sont pas très Mmh. rentables. Donc on perd cette partie-là, mais je pense qu'au contraire, pour tout ce qui est, production moyenne, grande, on va pouvoir, aller plus vite, produire plus. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, mais je pense pas que ça va, hem, détruire, tout enfin, en tout cas, je ne le souhaite pas et je pense qu'il y a toujours, moyen d'être positif, par rapport à l'avenir là-dessus. Lionel Alvarez, quand vous entendez, nos 2 créatifs, Victor Amalo qui nous parle de peut-être, enlever certaines tâches répétitives, Jamy qui nous dit qu'il a l'impression que on trouvera le moyen finalement, si je résume un peu, de travailler avec. Vous en pensez quoi? Oui, bon, je pense que dans l'absolu, effectivement, si on peut réduire des tâches, répétitives, aversives, bah, tant mieux, d'une certaine manière. Après, je peux reprendre un exemple, alors j'ai plus la ref en tête, mais, c'était un magnifique bouquin qui avait, essayé de documenter si, à l'avènement de l'électroménager, les femmes avaient eu plus de temps. Et en fait, pas du tout. Les femmes n'ont pas eu plus de temps parce qu'il y a eu des aspirateurs et des machines à laver. Non, c'est les exigences qui ont augmenté, au fait. Mmh. On a demandé plus de propreté et puis les femmes ont gagné du temps lorsque les hommes se sont impliqués, d'une certaine Mmh. manière. Ma crainte, elle est quand même là-dedans, c'est-à-dire que oui, on va pouvoir se débarrasser de quelques tâches, mais au fait, les exigences ont augmenté. C'est Alors j'ai déjà le cas, de ce que vous nous Et je disiez. suis totalement d'accord. Ouais. Ouais, c'est bien le risque, c'est qu'on va avoir des attentes, au fait, très élevées. On en parlait avec, une pub, qui est dans l'espace public, ces derniers temps-là. Effectivement, les gens s'en rendent compte et ça on n'est pas d'accord avec ça. On veut quelque chose de qualité. C'est pas parce qu'il y a des outils supplémentaires qu'on peut, comment dire, baisser les bras et puis faire les choses faciles. Donc, oui, d'une certaine manière, tant mieux. On va se débarrasser de certaines tâches aversives, mais je pense qu'il faut rester en veille, et puis pour être tout à fait honnête, j'ai les professions pour lesquelles j'ai le moins de crainte, c'est justement les professions créatives, justement. Parce qu'il y a justement la nécessité d'avoir une pensée divergente, d'en faire autre chose que cette soupe froide, brune, dont on parlait tout à l'heure, qui, sert à automatiser. Donc, la créativité, elle est évidemment, passionnante. Essayer de penser en dehors du cadre. Qu'est-ce que cette IA n'aurait pas proposé, par exemple, que moi je pourrais proposer? Parce que si c'est généré par une IA, effectivement, on n'a pas besoin de mes compétences à moi et donc non, non, il y a une vraie force, à cultiver là-dedans, quoi. Nous parlait du public, de l'œil du public dans la sphère publique justement. Ouais. Est-ce que là, on risque aussi de mal habituer, heu, l'œil non pas des clients, mais de ceux qu'ils visent finalement, vos clients peut-être, Victor Amalo? Aujourd'hui, on a encore une petite marge de manœuvre, on arrive encore un tout petit peu à discerner qu'est-ce qui pourrait venir de l'IA ou pas. Mais, on se trompe beaucoup aussi, hein, mais c'est une question de temps pour qu'on le voit absolument plus et puis c'est quelque chose qui va être totalement généralisé. Mais, je pense que comme tu le disais, c'est cette exigence qu'on doit avoir aussi envers nous Mmh. Tout pour à fait. pouvoir avoir, aller vers une qualité encore supérieure et puis retrouver une forme, j'aime bien ce mot, hein, une forme d'artisanat, heu, de construire et de faire quelque chose. Après, c'est un outil. On garde ça en tête absolument. Mmh. Cet outil nous permet peut-être d'aller plus vite, de faire plus gros, plus beau, j'en sais rien. Mais en même temps, c'est là où on a une chance, c'est que il faut qu'on ait ces idées, qu'on sache un tout petit peu comment est-ce qu'on veut les utiliser, puis les mettre à profit. Et voilà, c'est l'exigence, c'est juste. On en revient pardon. Non, Oui? non, 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 allez-y, j'essaie juste de réagir ah oui, oui, et bien puis, sûr. On lance le débat, c'est ça? ouais, c'est bien. Vas-y. Faisons ça. Non et puis, ce que tu viens de dire me fait penser à autre chose. Il y a quelque chose d'assez essentiel aussi, c'est d'arriver à être, fier du travail que l'on fait. Et de ne pas, se satisfaire d'une logique, faite, purement,
productiviste ou commercial. Parce que si c'est ça, effectivement, eh ben, on fait 3 prompts, on fait générer une affiche avec un joli visage qui sourit, on met un texte dessus, puis c'est tout. Et il y a quand même le souhait, que ce soit dans le monde créatif, mais aussi dans le monde de l'apprentissage et de la formation, à un moment donné, on a retroussé nos manches, puis on est fiers de ce qu'on a pu accomplir. Et ça, je pense sincèrement que ça se ressent dans les productions et puis aussi dans les travaux des étudiants, des étudiants. Ça des J'ai une question pour vous, Lionel, sur le chat. Je vais vous la poser, je volontiers. la lis. Est-ce que, selon vous, la génération de textes et d'images impose un nouveau rôle de l'oral dans les soutenances, dans le cas des études, mais aussi dans le cas des projets d'agence et de présentation à des clients? En somme, est-ce que les écoles doivent renforcer l'enseignement de compétences liées à l'oral? Alors c'est des choses qui sont explorées dans différentes institutions, universités, hautes écoles et cetera, avec des gens qui avaient, par exemple, pour les travaux de fin de formation, il y avait la note finale, elle comptait 2 tiers pour l'écrit, un tiers pour l'oral, ben, qui inverse ce ratio. C'est des choses à explorer qui sont évidemment très intéressantes. Une position que je défendrais plus facilement, c'est, au fait, peu importe l'outil, que l'on utilise, il faut défendre le produit fini. Finalement, que ce soit l'oral peut être, au fait, massivement, travaillé et préparé avec une IA, au fait. On demande à l'IA le sommaire de la présentation, on demande à l'IA de construire les slides, de nous faire le texte qu'il y a dessous et puis on s'entraîne un peu et puis finalement, l'oral aussi, il est, entre guillemets, «biaisé», si c'est Mmh. je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais donc la posture peut-être plus juste, c'est simplement dire: «On assume ce que l'on fait, point» et il faut être convaincant ici, maintenant, pour une situation, en fait, d'évaluation. Il faut être convaincant ici, maintenant. Et ben, j'imagine très bien que quand tu as des clients, à un moment donné, tu leur donnes un rendu, tu dois être convaincant, tu dois être fier de ce que tu leur proposes, pas dire: «Ouais, j'ai vaguement fait ce truc-là vite fait» et donc voilà et je pense qu'il y a quelque chose de ça et donc c'est intéressant d'explorer, mais je suis pas sûr que ce soit une réponse universelle. D'accord, merci Lionel. Je vous sens, réagir. C'est Jamy? c'est vrai que j'aimerais quand même, enfin, comme tu l'as dit, très justement, à la fin, il y a vraiment c'est nous qui restons un peu maestro de ce qu'on produit. C'est nous qui prenons les décisions de ce qui nous semble bien ou pas. C'est là où en fait, une IA aura beau, produire, infiniment plus, et une qualité qui va augmenter, le choix, va quand même devoir enfin être pris par, un être humain, qui lui peut venir raccorder des fils, mettre certaines choses à côté d'autres, et en fait cet apprentissage, le fait de faire les bons choix, d'avoir idéalement bon goût ou pas, enfin ça dépend un peu de notre point de vue. Mais cette formation-là, cette plus-value-là, elle va pas changer, elle ne peut pas disparaître, c'est là où je pense que vraiment c'est le plus important, c'est d'apprendre à apprendre et aussi c'est des outils qui sont très, volatiles. On a pu voir ChatGPT de temps en temps, il ne marche plus, pendant 1 heure ou 2 et donc qu'est-ce qui se passe si, une entreprise fait faillite? On était dépendant de ce modèle-là, il n'était pas en open source, on ne sait pas l'utiliser. C'est important quand même être formé, de savoir, utiliser les outils, tels qu'ils sont à la plutôt manuellement, et ça en fait, on ne peut pas faire que confiance à l'IA et être dépendant que là-dessus. Donc c'est important de oui, c'est des outils qu'on peut ajouter peu à peu, et qui vont nous aider à plein de choses, mais il faut qu'on sache ce qu'on fait. Mmh. Voilà. Est-ce que Victor Ramalho, dans le futur, un bon directeur d'agence de communication, c'est un directeur ou une directrice qui pourra, en fait, trancher ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, peu importe que ce soit fait par, une IA ou non? Moi, je pense que c'est là où ça va se jouer le plus, c'est le l'avenir clair de notre job. Je lisais une étude il y a pas longtemps qui disait que tous les métiers de directeur de création, directeur artistique, ils avaient tendance plutôt à progresser et tout ce qui était dans l'aspect réalisation avait tendance évidemment à diminuer, vu qu'il y a certaines tâches qui sont prises par l'IA. Bah, c'est là où justement notre culture, notre regard doit pouvoir faire la différence et trancher. On est là pour choisir en somme, quoi. On aura le choix et c'est là où on pourra se dire: «C'est ce qui va, être le plus approprié par rapport à tel client» et justement, il y a un comique, Jimmy Carr, je crois, si je dis pas de bêtises, qui disait que l'IA, c'est super pour faire des listes. Au final, c'est quand même lui qui allait choisir et puis qui aurait la capacité de faire des liens, de créer des petits ressorts, drôles sur ce qu'il voulait dire, pourquoi et cetera et de mettre, un peu en comparaison les choses. C'est ça. C'est qu'on doit choisir, on doit pouvoir sortir un tout petit peu du cadre, comme tu disais aussi, pour mettre un petit peu en parallèle des choses et là, on a le petit acte créatif qui arrive en somme, quoi.
On en revient à la formation, à l'enseignement. Lionel Alvarez, dans leur livre Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA, Laurent Alexandre et Olivier Babot avancent l'idée selon laquelle il ne faudrait désormais plus classer les postes selon leur intitulé ou leur position dans la chaîne de production, mais selon le degré de mécanisation cognitive. Alors, dans l'enseignement, est-ce qu'on peut, enfin, on peut se poser la question, est-ce que la transmission du savoir peut être plus efficace par le biais d'un assistant IA? Dans ce même livre, les auteurs évoquent un comparatif avec les transports. Le transport en commun, ça permet d'aller d'un point A à un point B, mais jamais tout à fait précisément. En revanche, le transport individuel permet d'y aller en ligne droite. Bon, ces 2 auteurs ont mis un titre, pour, bien vendre leur bouquin, donc ils ont réussi leur projet. C'est très difficile comme question. Je pense qu'évidemment les institutions de formation doivent aujourd'hui évidemment s'interroger sur leur fonctionnement, ça c'est certain et l'université y compris. Par contre, espérer d'avoir une logique, faite technique, hyper efficace d'apprentissage de certains contenus, c'est quand même une espèce d'hyper contrôle et de maîtrise et de l'apprenant ou l'apprenante n'est plus en capacité d'agir, en fait, elle subit la chose. On peut le mettre à l'opposé à des pédagogies très libertaires, apprends ce que tu veux, comme tu veux et cetera. Et hem et donc je pense qu'il y a un entre 2 à trouver parce qu'un savoir, il est toujours, situé, il est toujours socialement ancré. Si, vous venez me raconter des éléments, je sais rien, sur vos expertises, radio par exemple, ben, je vais avoir plus de plaisir et de compréhension si ça vient de vous avec, que c'est incarné, que si c'est une IA qui me le dit, ben, voilà, sachant que Lionel, il connaît rien à la radio, il faut commencer par lui dire ça, puis lui dire ça, puis ce sera Mmh. froid et cetera. Donc moi, je ne crois pas du tout, hein, aux conclusions de ce bouquin-là. Hem, il se peut que certaines techniques, dans des conditions bien singulières, peuvent être utiles pour aider l'apprentissage. Je veux pas l'exclure, évidemment pas. Mais assurément, en fait, apprendre, c'est un phénomène social, en fait. C'est pas un phénomène, uniquement technique. Je suis Jamie? totalement d'accord avec ce que tu as dit. En tout cas, moi, je le perçois énormément en tant qu'assistant. J'ai pu voir un peu le shift entre le moment où il y a ChatGPT qui n'était pas vraiment démocratisé et là où il y a énormément d'étudiants qui l'utilisent. Généralisé, parce qu'il y a rien de Ouais, démocratique dans pardon, ChatGPT. oui, c'était généralisé. Hem et c'est clair qu'en fait, il y a une chose qu'on ne va pas pouvoir remplacer, avec l'IA, a priori, c'est l'empathie. L'empathie d'écouter quelqu'un qui t'explique, en fait, comment ça marche, la vulgariser, de manière un peu plus, humaine, le fait d'avoir quelqu'un en face de soi. Ça, c'est quelque chose où même si, du coup, ChatGPT est un outil extrêmement puissant pour comprendre, parfois à tort parce qu'il dit aussi beaucoup de choses, fausses. Mais le fait d'avoir un humain qui va t'expliquer un concept un peu plus complexe que juste certains détails qui peuvent être expliqués un peu rapidement, ça c'est ça je ne vois pas comment ça pourrait être, remplacé. Et j dans ce sens-là, ouais, ça me paraît compliqué pour ChatGPT, de concurrencer de cette manière-là. Par contre, c'est clair que ça ajoute une certaine confiance ou en tout cas une tranquillité d'esprit du fait de se dire: «OK, je n'ai pas compris ça, que cette personne-là m'a expliqué ou que j'ai vu ça j'ai lu» ou ce genre de choses et je vais pouvoir y revenir dessus un peu plus posé, avec une IA qui va peut-être essayer un peu de me la décortiquer. Mais c'est clair qu'il faut être conscient que, heu, il y a beaucoup de choses qui sont erronées et c'est juste une approximatisation, qui nous est proposée. Voilà. Oui, Je Victor? voulais juste ajouter un truc, on est dans une école, donc le rôle essentiel de l'enseignant, quoi, par Mmh. rapport à ça. C'est peut-être lui qui sera encore en mesure d'amener ce supplément, d'amener cette valeur émotionnelle, cette valeur peut-être, plus humaine pour pouvoir stimuler un apprentissage, aller à la rencontre d'un savoir et cetera. Bah, moi, je me souviens quand j'étais très jeune, bah, voilà, c'est ce genre de choses qui m'ont permis, dans un apprentissage qui était très réglementé, c'est grâce aux profs que j'avais à l'école, qui ont réussi à inculquer, des envies ou des choses un peu spécifiques et puis qui m'ont permis de sortir du cadre. Donc dans une école comme celle-ci, je pense que c'est un truc qui est essentiel, quoi. J'ai par ailleurs une question pour vous, Victor, allez, qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Vous parliez tout à l'heure du shooting, de Packshot, hein. On nous dit: «Même s'il n'est pas toujours vu comme la partie la plus passionnante du métier, il reste une étape très formatrice pour un photographe junior. Si l'on perd ce type de mandat, ne risque-t-on pas de priver, les générations futures d'une opportunité essentielle pour acquérir, pardon, de l'expérience?» Qu'on en revient, à la formation finalement.
Est-ce qu'on les fait, ces élèves faire des tâches répétitives parce que ça fait partie du processus ou non? On Oui, arrête? oui. Après on parle de quotidien, on parle de production, on parle pas d'apprentissage. Je pense que l'apprentissage, on doit passer par tous les caps, on doit passer par toutes les étapes et savoir un tout petit peu à quoi correspond tel type d'image, pour la photographie en l'occurrence. Mais après finalement, est-ce que c'est le point le plus intéressant? Alors, on me dira qu'il y a des gens qui sont passionnés par le packshot et qui seront ravis d'en faire 150 à la chaîne dans une journée avec le détourage qui vient derrière. Je peux accepter et voilà, en tout bien, tout honneur, mais c'est clair qu'il faut passer par certaines étapes, apprendre à savoir comment ça fonctionne pour pouvoir passer à autre chose après. Mais finalement, Lionel Alvarez, si on demande, avec un bon prompt à une intelligence artificielle de nous créer ces packshots avec tout un tas de détails pour qu'ils soient parfaits, est-ce qu'on n'a pas déjà compris, ce qu'est un packshot et comment le faire, même si on ne le fait pas, soi-même? Bon, je sais pas ce que c'est qu'un packshot, donc Oui. je suis bien emprunté pour aller dans le détail là-dedans, mais non, pas forcément et ça soulève toute la question de ce que c'est qu'apprendre. Mmh. Est-ce que c'est simplement recevoir une information? Non, parce qu'on lit plein de trucs sur les moteurs de recherche, et on n'apprend pas tout ce qu'on lit, d'une certaine manière. Donc apprendre, c'est pas uniquement ça. Il y a plein de théories de l'apprentissage, évidemment, on ne veut pas rentrer là-dedans, mais il y a quand même la nécessité d'avoir une démarche proactive, hem qu'elle soit, manuelle ou qu'elle soit, comment dire? Intellectuelle, où on prend le temps de penser, de se rendre compte de qu'est-ce que ça, génère, qu'est-ce que ça exige de faire ces packshots et cetera. Donc, peut-être il y a moyen d'être plus rapide, dans l'apprentissage parce qu'on a ces solutions-là, mais à un moment donné, prendre le temps de comprendre ce que la machine fait à notre place, ça va être nécessaire. Je reviendrai juste un tout petit peu en arrière. Vous nous parlez d'humanité, il y a quelques minutes, Jamie Herman, Lionel Alvarez, vous nous avez dit en préparant ce Twitch, cette table ronde, que vous avez horreur de ça, qu'on humanise l'intelligence artificielle. On ne dit pas «elle», on dit «ça», et vous faites bien attention à ne pas, la rendre trop humaine. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit faire, avec les élèves, les rendre attentifs au fait que c'est une machine, ça n'est pas un ami avec qui on papote? Oui, alors, j'ai lu il y a pas longtemps un petit livre de Anna Lombert où elle nous invite à un moment donné, à lutter contre la novlangue computationnelle et donc ça appelle toute une littérature, comment dire? Cyberpunk et cetera, hein. Mais il y a vraiment la nécessité, je pense aujourd'hui, dans les institutions de formation, mais j'imagine que les médias devraient faire, un tout petit peu plus attention, d'employer les bons mots pour dire les bonnes choses. On s'est fait voler certains mots, au fait, par des grandes boîtes. Le mot «apprendre», le mot «halluciner», qui étaient quand même des choses qui étaient, propres à l'humain, ou aux animaux non humains aussi, mais qui se sont fait prendre par les techniques, au fait. Oui, hallucination reçoit un nouveau sens dans Le Petit Robert en 2026, Ben voilà. concernant l'IA. Mmh. Je vous donne un autre exemple, dans les communautés de, chercheuses, dans lesquelles je gravis un peu, il y a les EIH, les environnements informatiques pour l'apprentissage humain. C'est des informaticiennes et informaticiens qui, travaillent sur l'apprentissage, mais ils sont obligés de préciser humain parce que tout d'un coup, le mot apprentissage a perdu au fait de ils doivent préciser que c'est pour permettre aux humains d'apprendre et pas aux machines et donc, on se retrouve au fait à avoir des mots qui ont le sens qui dévie grâce à ou à cause d'un narratif, porté par certaines boîtes, certains chercheurs, certaines chercheuses et je pense qu'il est important de replacer les choses. C'est une technique, donc c'est ça, c'est pas il ou elle. IA, moi, j'y mets pas majuscule parce que j'ai pas envie d'anthropomorphiser le truc. Je mets IA en minuscule. Les majuscules, en tout cas en langue française, c'est réservé aux noms propres et Oui. l'IA, c'est pas un nom propre, d'une certaine manière. Enfin bref, c'est des micro détails, hein, comme, la sensibilité qu'on peut avoir à chaque fois, mettre le féminin et le masculin, quand on parle des gens, bah, c'est des micro détails, mais qui nous accompagnent comme ça et je pense qu'on gagnerait à faire un peu plus attention, en fait. Il dit pas merci à ChatGPT quand il a répondu. Vous êtes pas poli? Je teste savoir si les prompts sont mieux avec merci ou pas, ouais, ça je fais. Ouais. Mais de nouveau dans une logique très, productiviste. Mmh. J'ai mis le merci, c'est mieux, j'ai pas mis le merci, c'est bon, voilà. Mais je vais pas lui dire merci pour lui dire merci. Moi, j'ai très, très peur que quand Skynet reprendra le dessus, donc je dis merci tout le temps. Oui, bah, oui, c'est Voilà. possible, c'est possible. Jamie Herman, comment vous sentez les élèves, à l'école par rapport à ce lien, qu'on entretient, jour après jour avec une machine? Alors, déjà pour rebondir, c'est plus écologique de pas dire merci, en plus. Ah bah, voilà. Non, mais du coup, pour revenir à votre question, en fait, à l'école, on essaye, en tout cas, c'est vrai que les outils ont évolué extrêmement vite récemment, mais on essaye de se mettre le plus possible à la page, d'anticiper les choses et de bien accompagner les étudiants pour leur
montrer que ce n'est pas juste un écran de fumée, quel est le processus derrière, comment ça marche, pour d'une certaine manière déshumaniser, l'IA et comprendre que ce n'est pas juste, une conscience qui existe et qui est accessible tout le temps. Non, c'est des serveurs qui tournent, qui ont été entraînés pendant X, centaines d'heures, milliers d'heures, et que ce n'est pas magique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et ça va clairement au-delà de l'école. C'est quelque chose qui du bien commun devrait être, plus, vulgarisé. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe derrière? Pour, justement déshumaniser tout ça. On arrive, gentiment au terme, hein, de cette table ronde. Déjà, Oui, ça va vite quand vite. on est en bonne compagnie, avec, même un public ici, à l'Icon. Hem, mais j'aimerais qu'on s'adresse directement, en fait, à ces futurs apprenants, aux élèves qui vont peut-être intégrer l'Icon, l'ECAL, et qu'à chacun votre tour, vous puissiez peut-être, les rassurer. C'était quand même un petit peu le but de cette table ronde. Il y a quand même de quoi faire avec l'intelligence artificielle. Elle ne nous mangera pas tout cru, pas tout de suite en tout cas, je ne sais pas. À vous de choisir ce que vous voulez dire en vous adressant peut-être à ces futurs élèves, de l'Icon. On commence avec vous peut-être, Victor Ramalho, vu que vous allez les engager sous peu. Tout peu. Non, moi j'ai très envie qu'ils prennent ça avec curiosité surtout, avec enthousiasme, qu'ils gardent en tête qu'il y a plein de personnes qui sont passées avant eux, qui ont fait plein d'expérimentations et qui peuvent les guider et qu'ils aient conscience que, bah, voilà, c'est encore un outil qu'il va falloir un peu, apprivoiser. On peut dire ça, apprivoiser? Ouais, je pense. Voilà. Je fais attention et non, mais que ça nous laisse quand même pas mal de belles choses et puis, évidemment, il y a des craintes, mais il y en a eu tout le temps, du passage de la photo argentique à la photo numérique, quand l'ordinateur est arrivé dans nos professions, ça a toujours été la même chose. Celle-ci est peut-être un peu plus importante que les précédentes, j'admets, mais je pense qu'ils doivent garder en tête que, ben, ce qu'ils sont, ces futurs élèves, ce qui les a construits, ce qui les a nourris, c'est aussi ce que eux vont pouvoir utiliser au quotidien pour alimenter, leur job et s'aider de ces outils, ça peut que les faire progresser et sans oublier, au fait, les gens qui les entourent, qui seront là, évidemment, pour pouvoir les guider et puis, leur donner, ben, les bonnes pratiques et puis qu'ils comprennent un tout petit peu comment tout ça peut fonctionner. Mais il y a, à mon avis, de quoi faire. Il y a de quoi faire pour Victor Amayo. Jamy, juste avant que vous nous donniez votre message, aux futurs élèves, j'ai une question pour vous, du public. Vous avez, cette perspective unique d'être à la fois fraîchement diplômé et assistant dans votre ancienne école. Observez-vous déjà des différences d'approche ou de compétences chez les nouveaux étudiants ou étudiantes qui, contrairement à votre promotion, intègrent les outils d'intelligence artificielle, dès le début de leur formation? Totalement, la différence, elle est assez, assez impressionnante. D'une certaine manière, j'aurais aimé aussi, faire un parcours avec ces outils-là parce qu'on a vraiment vu en tout cas une ambition qui a grandi surtout dans les projets de diplôme. Plus de choses sont possibles, d'aller plus loin, grâce au temps gagné, et aussi en fait le fait en tout cas ma formation était assez technique, donc des fois il y a une certaine réticence, une peur d'aller sur une technique, une technologie et l'IA permet un peu, en tout cas de se sentir un tout petit peu plus accompagné par rapport à ces enjeux-là qui sont très techniques. Donc moi je pense que c'est plutôt quelque chose de positif, à ce niveau-là et oui, on a vu une énorme différence. Et pour ce qui est, du futur, un message, à ces élèves? Alors, que vous soyez absolument contre l'IA ou, au contraire très enthousiaste, voilà, Ça marche heu, pour les 2. je le dis 2 fois. Franchement, gardez en fait ces pensées-là, nourrissez-les, mais aussi questionnez-les, heu, peu importe si vous êtes contre ou pour, essayez de voir aussi l'autre point de vue, et si après ça, votre propos est toujours le même, bah, continuez là-dedans, au moins vous saurez le défendre et garder cette sorte de, de force en vous. Mais aussi, surtout, garder aussi le plaisir d'apprendre par soi-même, de pas directement aller là-dessus, plutôt de le faire dans un second temps et de toujours se poser, soi-même les questions. D'abord, comment ça marche? Et ensuite, essayer de décortiquer ça avec l'IA. Merci Jamy. On va terminer avec vous, Lionel Alvarez. Volontiers. Alors, message de fin pour les jeunes qui s'engagent dans ce genre de formation. Je suis incapable de me prononcer sur l'avenir de la profession parce que je la connais pas assez, donc je vais pas parler de ça. Par contre, le fait même d'être, des créatives et des créatifs, ça fait que les gens vont avoir une satisfaction professionnelle, ça c'est sûr.
parce que par définition, LLM, transformer et machine learning, on a besoin de créativité pour penser hors dehors du cadre. Mais peut-être si je pouvais terminer par une espèce de sorte de conseil un peu maladroit de ma part, c'est toujours se poser la question de la confiance que l'on a dans les techniques que l'on utilise. Alors, on a plusieurs critères pour juger cette confiance, la fiabilité, l'accessibilité, la robustesse, et cetera. On en a plusieurs. Mais en tout cas, de se poser cette question-là. Puis la confiance, c'est soit on comprend la technique et on sait ce qu'on délègue, soit on comprend la gouvernance autour de cette technique et on sait à qui on fait confiance. Et peut-être bien se poser la question de quelles sont les techniques qui m'accompagnent au quotidien, en fait. Voilà. Quel Un bon truc conseil. positif, dis un truc positif. Oui, Mais mais c'est c'était c'est positif. ah Oui, d'accord. oui. Ça Parce que mon idée vous les savez capables, mais finalement. c'est ça, mon idée, c'est de m'assurer que les jeunes se mettent en capacité, au fait, de fonctionner et une manière d'être en capacité de fonctionner, c'est de bien choisir les techniques qui m'accompagnent dans mon processus créatif, en fait. Oui. On est d'accord. Magnifique. Merci Lionel Alvarez. C'en est terminé pour cette table ronde. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé sur votre futur accompagné par les intelligences artificielles ou pas dans votre formation, peut-être ici à l'Icon. Vous avez aussi les portes ouvertes hein, qui le restent toute la journée jusqu'à 16 heures. Vous pouvez venir visiter l'Icon, les travaux des élèves, les locaux qui vous accueilleront peut-être bientôt comme élève. Merci à mes trois invités du jour, Jamy Herman, Lionel Alvarez et Victor Ramalho. Et puis un grand merci à Martial Mangam qui a chapeauté toute l'organisation de ce Twitch avec à la réalisation également Julien Mingli et Jordan Crétenant qui sont aidés de trois élèves, Lohan, Pauline et Abigail, parce qu'à l'Icon, on fait aussi du live sur Twitch. Bravo à eux, on peut les applaudir. Quant à vous, derrière votre écran, je vous souhaite une très très bonne suite de journée et puis à bientôt peut-être ici à l'Icon.